Opération RMSH 03. Nom de code Madeleine. Jeanne-Marie Renier. Nours. Véritable nom Nour Inayat Khan. Mission opératrice radio en France pour le réseau Prosper. Transmission de renseignements critiques à Londres. Coordination des parachutages d'armes et d'équipements pour la résistance française. Maintien des communications après l'arrestation des membres du réseau Prosper. Soutien aux opérations de sabotage et de renseignement en France occupée. Compétences. Opérations de radiotransmission et communication sécurisée. Espionnage et renseignement. Techniques d'évasion et de survie. Cryptographie et décryptage. Travail sous couverture et utilisation de pseudonymes. Observation et analyse. Nationalité britannique. Bienvenue dans l'opération RMSH 05. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'une princesse rêveuse qui a su dépasser ses limites pour venir en aide aux Alliés. Alors que son destin lui réservait un autre sort, elle a laissé derrière elle une vie de confort et de privilèges pour se lancer dans l'un des rôles les plus périlleux de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte l'histoire de Nour Inayat Khan. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Nour voit pour la première fois le monde au Kremlin en Russie en 1914. Fille d'une mère américaine du nom Dora Ray Baker, une femme douce et spirituelle qui était originaire d'Inde. Son père, Hazrat Inayat Khan, un Indien qui serait descendant direct du sultan Tipu. La seule certitude que nous avons est que son père est descendant d'une famille de nobles et influente, renommée pour sa contribution à la musique classique indienne. Son grand-père, Mollah Baksh Solai Khan, surnommé le Beethoven de l'Inde, était un musicien exceptionnel dont l'héritage musical a grandement influencé Inayat Khan. Bien que la famille ne possédait pas de titre princier formel, elle jouissait d'un statut élevé dans la société indienne, mêlant noblesse et prestige culturel. En tant que musicien de talent, Hazrat Inayat Khan a été invité à la cour du tsar Nicolas II en Russie, où il a donné des concerts et partagé son expertise musicale. Cette période a marqué un moment important de sa carrière, renforçant sa réputation internationale. Cependant, la montée de l'instabilité politique en Russie a poussé la famille à quitter le pays, peu après la naissance de Nour. Créateur du soufisme universel, Hazrat Inayat Khan a fondé une branche mystique de l'islam qui cherche l'union directe avec Dieu à travers l'amour, la dévotion, la purification de l'âme et des pratiques spirituelles telles que la méditation. La petite famille part pour l'Angleterre où il reste 6 ans. Pendant ce temps, la famille s'agrandit avec la naissance de ses 2 petits frères, Vilayat et Hidayat, et de sa petite sœur, Kerounissa. En 1920, ils partent pour la France et s'installent à Paris près de Suresnes. En 1927, alors que son père est en voyage en Inde pour ses activités spirituelles et philosophiques, il meurt subitement de la grippe espagnole. Nour, qui veut dire lumière en arabe, avec son caractère calme, sensible et rêveuse, montre rapidement des talents d'écriture et de poésie. Voulant continuer sur les traces de son père, elle étudie la musique au Conservatoire de Paris, où elle est formée par la célèbre compositrice et pédagogue Nadia Boulanger. Elle se réfugie souvent dans son instrument favori, la harpe. Nour Inayat Khan était une femme de taille moyenne, avec de longs cheveux bruns foncés, souvent laissés détachés. Son visage délicat, avec ses traits fins, de grands yeux marrons, qui reflétaient douceur et intelligence, et son sourire chaleureux, qui mettait tout le monde à l'aise. Elle avait un teint légèrement olive, hérité de ses origines indiennes. Son style vestimentaire était simple et pratique, mais elle savait aussi porter des tenues qui honoraient ses racines culturelles quand elle le pouvait. Recrutée par Radio Paris,
Nour contribue en écrivant des contes pour enfants et en composant des pièces musicales. Son travail reflète son amour pour les histoires et son désir de partager des valeurs culturelles et spirituelles avec un jeune public. Durant cette période, Nour s'est également fiancé secrètement à un juif. Leur relation maintenue discrète en raison des tensions et des préjugés de l'époque, et plus encore des raisons de l'occupation nazie, témoignent de la profondeur et de la complexité de ses engagements personnels et affectifs. Alors que les nazis pénètrent en France en franchissant la ligne Maginot, la famille de Nour cherche désespérément un moyen de fuir vers l'Angleterre. En juin 1940, ils quittent Paris pour rejoindre Bordeaux, où ils embarquent sur un bateau, échappant de justesse aux forces allemandes. Nour, très touchée par ce changement soudain dans sa vie, mêle tristesse et colère, déterminée à contribuer à l'effort de guerre. Elle décide de s'engager dans la Women's Auxiliary Air Force, la WAAF. Pour entrer dans la WAAF, Nour a dû passer par plusieurs étapes de recrutement. Après avoir soumis sa candidature, elle a passé un entretien initial avec des recruteurs, suivi d'une série de tests médicaux et psychologiques pour évaluer son aptitude au service. Ayant réussi ces évaluations, elle a commencé sa formation initiale, où elle a appris la discipline militaire et les compétences techniques nécessaires pour son rôle. Nour a montré une détermination et un engagement remarquables tout au long de son processus, reflétant sa volonté de contribuer de manière significative à la lutte contre l'occupation nazie. Elle se fait appeler à ce moment-là Nora Baker, sûrement par rapport à sa mère. Elle commence à suivre une formation intensive d'opératrice radio, et le 10 juin 1941, elle est mutée à Abington, au centre de bombardiers de la RAF, Royal Air Force, où elle est chargée de liaison radio avec les bombardiers en vol. Au diable le pacifisme, après tout, ceux qui nous attaquent, elle travaille jour et nuit pour gagner en compétences, et en 1942, on lui fait passer une formation en transmission pour l'opérateur radio clandestin. Tout son travail finit par payer. Elle se retrouve convoquée à Londres dans un hôtel par le chef du SOE, le Special Operation Executive. Il lui annonce son intention de la recruter pour une mission. La France a besoin de vous. Vous avez les compétences pour cette mission. Cette mission est risquée. Vous aurez très peu de chances de revenir. Courageuse, elle accepte la mission. Le 8 février 1943, elle est officier pour le SOE et elle obtient son matricule, le 9901, et elle entame une nouvelle période d'entraînement intensif. Juste avant son départ, elle est promue sous-lieutenant de la Women's Auxiliary Air Force, ce qui lui assure un salaire annuel de 350 livres. Mais sans uniforme ni indemnité d'habillement, cela signifie qu'une fois sur le terrain, si elle est faite prisonnière, elle ne sera pas protégée par la Convention de Genève du 27 juillet 1929, relative au traitement des prisonniers de guerre. En mai, alors qu'il ne lui reste que le stage de parachutage à suivre, un besoin urgent d'aide est signalé à Paris pour l'opérateur radio du réseau Prosper Physicienne. Alors que ses supérieurs ne croient pas du tout en elle, ils doutaient de ses capacités à résister aux pressions de la mission, en raison de sa nature sensible et de son manque apparent de dureté. Mais Maurice Buckmaster, le chef de la section F, décide de l'envoyer sur le terrain dès la lune suivante. Ne disposant pas de formation en parachutage, elle est déposée de nuit par un avion. C'est à Angers qu'elle est déposée aux côtés de Cécile Lefort, dans la nuit du 16 au 17 juin 1943. Elle a sur elle comme équipement une fausse carte d'identité, de faux tickets d'alimentation, des stimulants pour pouvoir rester réveillée ou fournir un effort physique, des somnifères pour endormir quelqu'un à son insu, des simulateurs de nausées et une pilule de cyanure au cas où elle se fait attraper. Nour devient Madeleine. Elle et sa nouvelle amie se séparent. Cécile doit rejoindre le sud-est, alors que Nour prend un train pour rejoindre la capitale française. Le lendemain, elle rejoint le 16e arrondissement. Elle est reçue par Henri Gary, le chef du réseau Phono, et sa fiancée Marguerite Nadeau. Quelques jours plus tard, un petit groupe d'alliés réceptionne au Roncé un parachutage comprenant les affaires de Nour. 3 postes émetteurs de 9 à 10 kilos par poste, et ses affaires personnelles. Et les débuts des emmerdes commencent lorsque 3 personnes proches de Nour se font arrêter par la Gestapo. Derrière s'ensuit des arrestations massives. C'est l'alerte rouge dans le groupe.
Nour et la petite équipe restante se séparent et fuient, chacun de leur côté. Nour ne reste jamais en place, alors que Henri Gary, son chef, et Marguerite Nadeau se marient le 29 juin, Nour, présente, doit rejoindre leur maison pour récupérer des affaires. Mais une amie, à elle, la dissuade de ne pas y aller. Une chance d'avoir écouté les conseils de son amie. La Gestapo était présente. Henri Gary, avec son épouse, échappe aussi de peu à l'arrestation. Le 1er juillet, elle manque de se faire arrêter à Grignon. Les soldats allemands l'interpellent, mais elle arrive à se débattre et à s'échapper. La légende dit qu'elle aurait tiré un coup de feu, mais elle n'avait pas d'arme sur elle, enfin rarement. Elle finit par se planquer pendant une quinzaine de jours avec un allié du nom de Maurice Antelme, dans l'appartement de Madame Ingrin. Même le responsable du SOE, Maurice Buckmaster, celui qui l'a envoyé en France, lui propose de rentrer en Angleterre, que la mission est trop dangereuse. Elle lui répond que non, il reste que elle pour maintenir la communication, et qu'elle se sent même capable de recruter des militants pour lui venir en aide. Nous sommes maintenant à la mi-juillet, et Nour doit partir de l'appartement de Madame Ingrin. Transmettre ici serait la mettre en danger. Alors commencent des mois de course-poursuite entre elle et la Gestapo. Elle trouve un petit logement à Neuilly, dans un immeuble occupé par la SS. Elle se retrouve coincée, encore une fois, elle ne peut pas transmettre. Elle doit partir encore une fois. Elle part pour Ophargis, une commune située dans les Yvelines. Une fois à son départ, les Allemands réussissent à perquisitionner l'endroit où elle se trouve. Ils trouvent ainsi le nom de Madeleine inscrit sur un papier. En août, la section F est décimée. Elle est la seule, entièrement seule pour continuer la mission en France. Son nouveau supérieur a dit que son poste était le plus important et le plus dangereux en France occupée. Mais une nouvelle porte de sortie s'offre à Nour, alors que le numéro 2 de la section F, située en Angleterre, vient lui rendre une visite pour essayer de la rapatrier, lui mettre fin à sa mission. Mais Nour refusa et veut attendre son remplacement avant de partir. Une erreur. À peine plus d'1 mois après l'offre reçue de mettre fin à sa mission, le 13 octobre, Nour se fait arrêter dans sa planque. Alors qu'elle aperçoit 2 hommes qui sont postés devant l'immeuble, elle se cache dans une ruelle perpendiculaire et attend quelques instants. Puis, reprenant l'observation, constate que les hommes ont disparu. Tranquillisée, elle rentre dans son appartement, mais le piège était tendu. C'est trop tard, et cette fois, elle ne s'échappera pas. La question, c'est comment les soldats allemands savaient qu'elle était située ici. C'est simple, le mot, c'est trahison. Il y a 2 versions à la trahison subie. La première serait celle d'un de ses alliés, Henri d'Héricourt, qui était agent double et qui l'a vendu. L'autre version, peut-être plus fantasque, mais tout aussi cohérente, elle a été vendue pour 100 000 francs, une somme ridicule pour l'époque, enfin, pour faire ce genre de geste, par René Gary, sœur du chef du réseau Phono, qui aurait été jalouse qu'elle puisse pas rentrer dans le réseau, et que Nour s'était rapprochée d'un homme dont elle était amoureuse. Nour a commis une très grosse erreur. Elle n'a pas détruit les documents après chaque transmission, une erreur qui va être coûteuse pour les Britanniques. Les Allemands vont jouer avec eux et les Anglais vont croire que Phono, le groupe décimé, restera fiable jusqu'à la fin de la guerre. Nour est emmenée dans un immeuble de l'avenue Foch. Elle demande à aller aux toilettes, elle arrive à s'échapper par la fenêtre, mais sa fuite dure que quelques minutes. Elle se fait arrêter sur le toit de l'immeuble. Dans la nuit du 24 au 25 novembre, tenace, Nour recommence une tentative, cette fois avec 2 résistants français. Ils scient leurs barreaux et s'échappent, mais encore une fois, les 3 se font arrêter. Le 10 septembre, Nour est transférée à la prison de Karlsruhe, en Allemagne, où elle est rejointe par 3 femmes. Le lendemain, une gardienne informe les 4 femmes que leur départ est prévu pour le 12. À 1h30, on vient les chercher dans leur cellule, on les remet à la Gestapo, qui les amène en train à Munich. Dans la soirée, elles prennent un nouveau train pour Dachau, à 20 km au nord de la ville. Puis, à pied, elles finissent la route jusqu'au camp de concentration, où elles sont enfermées dans des cellules individuelles. Le camp de concentration de Dachau, qui a été établi en 1933 près de Munich, fut l'un des premiers camps nazis
et un modèle pour les suivants. Utilisé pour persécuter divers groupes, il devient un symbole des atrocités nazies. Plus de 200 000 prisonniers de 30 pays furent détenus jusqu'en 1945 et environ 41 500 personnes meurent à cause des conditions inhumaines. Le matin du 13, elles sont emmenées jusqu'à un mur situé derrière le four crématoire. Leurs vêtements sont arrachés, elles sont violemment battues. Nour est rouée de coups par l'officier SS Friedrich Wilhelm Rupert, qui dirige le camp. Il s'est acharné sur elle, avec une violence inouïe. Elle n'a pas pleuré, elle n'a rien dit. Quand il a été à bout de souffle, et que la jeune femme n'était plus qu'un tas de chair ensanglantée, il lui a dit qu'il allait la tuer. Le seul mot qu'elle ait dit avant qu'il ne lui tire une balle dans la nuque, c'est « liberté ». Voilà, nous sommes à la fin de cet épisode RMSH 03. Rentrer dans l'histoire de Nour n'est pas si simple. Elle nous montre que même les plus doux peuvent accomplir de grandes choses pendant une guerre. Personnellement, c'est une histoire qui est à la fois triste mais très inspirante. J'ai adoré vous raconter son histoire. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Michael et je vous dis ciao.